soutiendra notre culture et les arts dans tous les domaines. Et nous allons en parler avec lui tout à l'heure dans un regard croisé pour nous parler donc de cette institution sur ce plateau, M. Malick Kébé, que vous connaissez. Il est resté dans l'esprit de la fête aujourd'hui. Vous le voyez très bien habillé. Voilà, merci M. Kébé d'être venu, d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci Alfred, merci Chérif de m'avoir invité. Je profite d'ailleurs de votre micro pour souhaiter bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans. Hier c'était la fête. J'ose croire qu'on a bien mangé. Les moutons ont été bien dégustés. Alors donc voilà, bonne fête à tous les Guinéens. Voilà, comme M. Kébé l'a dit, nous avons bien mangé hier, mais manger comment? Parce que lui, il veille à notre nutrition. Et il est celui qui regarde si vous mangez bien ou si vous mangez mal. Sur ce plateau, nous avons Dr Sandy Torno, qui est sur ce plateau. Merci, docteur, d'avoir accepté. Il est actuellement le directeur général. Il était directeur général adjoint il y a quelques mois. Aujourd'hui, par un décret, il y a eu cette nomination. Directeur général de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Merci, docteur, d'avoir accepté de venir sur ce plateau ce matin pour parler donc des maladies cardiovasculaires sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je profite de l'occasion pour féliciter aussi et dire bonne fête à tous les musulmans de notre pays, mais aussi à tous les musulmans du monde. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec quelqu'un qui va parler de la culture, parce que la culture aussi a un impact sur le cœur, donc sur le moteur. Je suis très heureux. Voilà, ça commence. Et comme vous le savez bien, il est toujours là, l'attaquant de pointe très fort. Chérif, depuis hier tu es Elhadj. Aujourd'hui je suis DJ. Ah bon? Je suis derrière le micro ici, DJ. Voilà, Chérif Touré qui est donc co-animateur de cette émission, comme on le dit, Elhadj voilà. Elhadj Sandy. Comme docteur vient de le dire tout à l'heure, voilà, comme docteur vient de le dire tout à l'heure, c'est un plaisir d'avoir vraiment ces invités sur ce plateau. Ouais. Et hier, nous avons beaucoup parlé de la paix. Il y a une personnalité qui se bat beaucoup pour la paix, et c'est son excellence Elhadj Djeriba Diaby, qui a signé, qui a passé un protocole avec le secrétariat des affaires religieuses. Nous allons juste voir un extrait pour lui dire merci pour ce qu'il fait pour la paix. Elhadj Djeriba Diaby. Le reportage dure combien de minutes? Voilà, merci pour cet extrait. Le son est un peu difficile à entendre. Donc, merci à Elhadj. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour la paix, et merci pour cet accord. Malick, quand même, je sais que tu es un homme de paix, parce que partout, depuis que je te connais, j'ai jamais entendu que Malick a œuvré pour les séparations, pour diviser les nations. Non, pas du tout. Vous savez mieux que moi, quand on parle de culture, ou on parle de spectacle, que je maîtrise d'ailleurs mieux, c'est parce qu'il y a la paix. Ouais. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas se regrouper, on ne peut pas se distraire, on ne peut pas partager, et je pense que c'est important pour nous tous, pour tous les Guinéens, d'œuvrer pour la paix dans ce pays. S'il n'y a pas de paix, je ne sais pas où on va aller. C'est la Guinée qui nous est commun. Donc je pense que c'est important que nous nous battions pour que la paix puisse régner dans notre pays. Merci beaucoup. Sur ce plateau, nous allons partir tout de suite avec la présentation du docteur Sandy, parce que moi je ne le connaissais pas, mais Chérif a préparé un élément que nous allons regarder ensemble, la régie pour l'antenne. Si c'est parti, la présentation du docteur Sandy. Sandy, à l'état civil, Sandy Kola Tollo a fait ses études primaires à l'école Mahatma Gandhi à Conakry de 1976 à 1982. De 1983 à 1989, le secondaire avant d'intégrer la faculté de médecine et pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1990.
À la fin de la même année, l'homme s'envole pour l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, devenue à ce jour la Russie, où il s'adonne aux études de langue à la faculté préparatoire de l'université d'Astrakhan et obtient une mention à la fin. De 1991 à 1997, les études supérieures de médecine à l'Académie de médecine de Volgograd dans le même état avec mention excellent avant de se spécialiser en cardiologie dans la même université. De 1999 à 2003, Sandy Koulatolno sort du centre de cardiologie de l'université de médecine de Volgograd avec le titre de docteur ès sciences en médecine. De 2010 à 2011, ce médecin atypique suit successivement des stages de formation en gestion hospitalière à Pékin, en utilisation des équipements médicaux dans les pays africains francophones, à Taïwan, avant de transférer en Israël pour un bref séjour de formation à Tel Aviv. Comme s'il avait rendez-vous avec l'histoire de son pays, Dr Sandy Koulatolno retourne sur la terre de ses ancêtres et décide de mettre son savoir et son savoir-faire au service de sa nation. Une décision très tôt reconnue. De 2006 à 2012, Dr Sandy Koulatolno monte graduellement en titre. De professeur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry à chef du service adjoint de cardiologie médico-chirurgicale de Donka. En fin 2012, il intègre le corps soignant de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen et occupe cumulativement les fonctions de chef de service de cardiologie intensive, de président de la commission médicale d'établissement et de directeur général adjoint du dit hôpital. Au fil du temps, sa réputation prend un essor fulgurant. Né le 24 novembre 1970 en Guinée, Dr Sandy, à l'état civil, Sandy Koulatolno a fait ses études primaires. Voilà, merci. C'était donc une présentation succincte de Dr Sandy, qui est sur ce plateau pour nous parler donc des maladies cardiovasculaires. Comme il a dit, il est le DJ d'aujourd'hui, donc il va diffuser les éléments. C'est ce qui m'a un peu fait peur. Hein. Ouais. Dès qu'on a quitté le jour, on allait pour préparer cette émission. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu bien dormir. Ah bon, pourquoi? Parce que quand il m'a expliqué un peu comment ça fonctionne le moteur, ouais, j'ai eu peur. Sérieusement peur. J'espère qu'ils seront nombreux aussi parmi les téléspectateurs qui auront la même peur. Voilà, et il faut signaler aussi que vous nous suivez sur notre page Facebook RTG1 Coloma. Vous êtes très nombreux, plus de 200 abonnés qui nous suivent tout le temps hein, pendant la réalisation de cette émission. Merci aussi à Condé du service informatique qui met en ligne tous ces éléments. Nous allons rapidement partir avec Dr Sandy avant de revenir à vous, parce qu'il a dit, nous avons dit une émission au regard croisé. Docteur, qu'est-ce qu'une maladie cardiovasculaire? Oui, avant de parler de maladie cardiovasculaire, je voudrais tout simplement remercier M. Kébé d'avoir parlé de la paix. Vous savez, quand on parle de la paix, nous les médecins, surtout nous les cardiologues, on a besoin de ça. Pourquoi? Parce que le cœur a besoin de la paix. Parce que toutes les maladies cardiovasculaires, si on parle aujourd'hui de ces maladies, vous savez, il y a un côté qu'on appelle le côté psychosocial. C'est-à-dire que le stress, s'il n'y a pas de paix, c'est qu'il y aura toujours le stress. Et quand il y a le stress, le cœur est mis en jeu, ce moteur. Et immédiatement, nous aurons affaire avec les différentes maladies qui vont apparaître, avec atteinte du cœur lui-même, mais aussi des vaisseaux. Et on le sait très bien, les maladies qui existent actuellement dans notre société, tout le monde en parle, les cas d'AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les cas de l'hypertension artérielle, les cas d'insuffisance cardiaque et tant d'autres. Je prends tout simplement l'hypertension artérielle. S'il n'y a pas de paix, la population est stressée. Et le stress, c'est un des facteurs de risque de l'apparition de l'hypertension artérielle. Et ceux qui en souffrent déjà, s'ils sont exposés à ce stress, c'est qu'on ne parlera plus de l'élévation à un niveau supérieur des chiffres de tension artérielle, mais nous allons nous attendre à l'apparition des complications de l'hypertension artérielle. Et ce sont des complications qui peuvent être mortelles, mais aussi invalidantes. Donc c'est pour vous dire encore, c'est pourquoi je vous ai dit que je suis vraiment content, parce qu'on parle de la paix, et qui parle de la paix parle aussi de ce côté psychosocial qui est lié ici un peu à ce cas de stress, qui est responsable aussi d'apparition de plusieurs maladies.
Donc, les maladies cardiovasculaires, dans leur ensemble, ce sont des pathologies, en réalité, qui affectent le cœur et les vaisseaux. Le cœur, c'est le moteur de l'homme. Vous savez, l'homme, depuis son développement intra-utérin, à la 3e semaine après la gestation, le cœur commence à battre. Le cœur commence à battre déjà dans le ventre de la maman. 3e semaine. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fini d'abord sa formation complète et il commence à battre. Donc ce qui veut dire que pendant toute la vie, il peut battre plus de 2 milliards de fois. Wow. Plus de 2 milliards de fois. Donc ce moteur que nous avons, c'est un peu comme le moteur de nos différents véhicules. Nous devons prendre soin de ce moteur. Il est un organe creux. Quand il se contracte, il propulse le sang dans les tuyaux. Quand il propulse le sang dans les tuyaux, ce sont ces tuyaux-là qu'on peut rencontrer dans toutes les parties de notre organisme. Mais il ne faudrait pas aussi que ces tuyaux-là soient bouchés. Comme c'est qu'on voit à l'écran là. Oui, nous avons le cœur devant nous, son schéma. C'est-à-dire qu'un organe creux qui pèse environ 250 à 300 grammes, ça dépend ici. Si c'est la femme, on peut dire 200 grammes. Si c'est l'homme, c'est 300 grammes. Mais ce cœur, qui dans les normes doit battre de 60 à 80 battements par minute, s'il y a des problèmes, sa contractilité va dépasser les 80 ou les 90 battements et immédiatement l'individu commence à dire que je palpite. Okay. Cet organe creux qui est là, il a 4 cavités comme vous le voyez si bien. C'est-à-dire que vous avez les 2 oreillettes et les 2 ventricules. Mais si on prend une oreillette droite et un ventricule droit, on dit le cœur droit. Et si on prend une oreillette gauche et un ventricule gauche, on dit le cœur gauche. Mais c'est un ensemble qui travaille simultanément. Donc, vous voyez les vaisseaux qui quittent là, qui vont presque dans toutes les parties du corps. Mais aussi, il y a des vaisseaux qui ramassent presque tout le sang. Parce qu'après les travaux, vous avez des substances toxiques qui restent dans l'organisme. Donc, le sang récupéré à ce niveau aussi revient encore au niveau du cœur. C'est pourquoi vous voyez 2 couleurs. Vous avez une couleur qui est beaucoup plus rouge, c'est le sang qui est riche en oxygène, et plus les éléments nutritifs, bien sûr, mais et le sang qui est bleu, qui est appauvri en oxygène, mais qui est riche ici en dioxyde de carbone et des éléments toxiques. Donc, avec ces différents échanges qui se passent dans notre organisme, on parvient à vivre. Donc, on travaille, il y a des substances toxiques, c'est récupéré par les tuyaux, c'est arrivé jusqu'au niveau du cœur, le cœur propulse encore, ça arrive au niveau des poumons, il y a l'échange, on respire, on dégage dioxyde de carbone, on récupère l'oxygène, le sang est bien oxygéné, ça revient encore au niveau du cœur et ça envoie les éléments nutritifs. Donc c'est ça qui nous fait vivre. Si nous sommes assis ici aujourd'hui, c'est parce que ce moteur-là fonctionne. Ah oui, le moteur il est en marche même. Je vois Elhadj Malick Kébé qui te suit carrément comme s'il était encore dans la salle de classe. Mais c'est normal de le suivre parce que c'est notre vie qui en dépend. Ouais. C'est important de suivre les conseils de Dr Sandé. Le cœur est l'un des rares organes qu'on remplace difficilement. Donc quand c'est le cas, on ne peut pas amputer, on ne peut pas remplacer. Ça se remplace, mais très difficilement, certainement. Donc, il faut faire très attention. Oui, il faut préserver réellement son cœur. Pourquoi? Parce que même si on remplace le cœur, il ne peut pas remplacer le naturel. Parce qu'il y a de ces pathologies où on a besoin de faire la transplantation cardiaque. Mais cela ne veut pas dire que le cœur qui est transplanté, vous pouvez rester encore pendant 10 ans. Okay. Bien sûr, malgré les développements de la science et de la cardiologie plus particulièrement, c'est que nous ne sommes pas parvenus à imiter ce que le bon Dieu a fait. Du tout. Donc, ça montre encore que l'homme n'est pas parfait. Mais nous essayons de faire le maximum possible. Il y a des situations d'insuffisance cardiaque où le cœur ne peut plus assumer sa fonction, il faut le remplacer. Bon, imaginez-vous, il faut remplacer le cœur, il faut avoir des plateaux techniques fiables et des spécialistes dans le domaine. Donc, chez nous, le plus souvent, on rencontre des malades qui viennent à des phases terminales d'insuffisance cardiaque, par exemple, chez lesquels on ne peut pas faire la transplantation cardiaque. Donc, on perd ses patients. Donc, pour éviter cette transplantation, il faut faire le maximum possible pour ne pas venir à ce stade. Voilà, à ce stade. Est-ce qu'on a une fois réussi à faire ça ici? Non, on n'a jamais fait en Guinée. Même en Afrique, c'est des questions. C'est en Afrique du Sud où tout a commencé.
Mais en Guinée, on cherche même à faire d'abord ce qu'on appelle la coronarographie, l'angiographie. Ça, c'est la cardiologie beaucoup plus poussée pour essayer de voir l'intérieur des vaisseaux que nous allons parler aujourd'hui. Donc, nous n'avons même pas la capacité de faire ça, mais je voudrais profiter de l'occasion, de ce plateau encore, pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il nous a mis les moyens pour la deuxième phase d'extension de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, pour que, sous peu de temps, qu'on puisse faire ces genres d'examens et puis ces interventions-là sur le cœur. Il y a un autre dessin. Bon, nous, les téléspectateurs, on va appeler dessin. C'est très joli. Mais est-ce que réellement c'est joli? Oui, c'est joli à voir, mais si on tient compte de ce que ça conduit comme complication, c'est vraiment dangereux. Vous savez, ce que vous voyez là, c'est l'accumulation des mauvaises graisses dans l'organisme. Jaune. Jaune. Jaunâtre, c'est l'accumulation de ces mauvaises graisses. Et ces mauvaises graisses ne s'accumulent pas en un seul jour. Depuis notre naissance, si la maman n'a pas une très bonne alimentation, directement, ces mauvaises graisses commencent à s'accumuler sur les parois de ces vaisseaux. Okay. Je dis les vaisseaux, ce sont des tuyaux qui conduisent le sang et les substances nutritives. Donc, ça s'accumule. À un certain âge, on est conscient, mais on continue à s'alimenter très mal. Et en fin de compte, nous avons l'obstruction. D'abord, le rétrécissement de la lumière de ces vaisseaux, de ces tuyaux. Et en fin de compte, ça contribue à la fermeture totale. Et quand il y a la fermeture totale de ces tuyaux, le sang ne passe plus pour donner les substances nutritives et l'oxygène aux différents organes. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Au niveau du cerveau, nous avons la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Au niveau du cœur, nous avons la survenue de la crise cardiaque. Au niveau des reins, nous avons le développement de l'insuffisance rénale. Au niveau des yeux, nous avons la perte de la vue à un stade très avancé. Au niveau des autres organes aussi, que ce soit l'intestin, la rate ou les autres organes de l'abdomen, nous avons aussi l'infarctus qui survient là. Vous voyez combien de fois c'est important qu'on veille sur notre alimentation et sur notre mode de vie. Ça, je crois que c'est très important. Manger, comme on le dit généralement, le lafidi toujours le matin avec du rouge, il faut. Mais Malik, lui, il mange très... Non, naturel. Très naturel le matin. Ouais. Voilà, docteur, merci de nous montrer toujours ces impacts. Mais aujourd'hui, on parle des maladies, de l'accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Oui, c'est justement, voilà ce qu'on vient de montrer. Vous savez que dans le cerveau aussi, il y a ces tuyaux. Okay. Je dis que quand le cœur propulse le sang doit arriver aussi au niveau du cerveau. Parce qu'il y a les vaisseaux. Maintenant, si les vaisseaux du cerveau sont bouchés, il y aura ce que vous voyez là, la tache noire. C'est-à-dire que c'est un infarctus qui survient aussi au niveau du cerveau qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral ischémique. Okay. Mais il se pourrait qu'il y ait la rupture même de ces tuyaux. Et quand il y a la rupture de ces tuyaux, il y a l'écoulement du sang dans le cerveau. Et c'est ça qu'on appelle l'accident vasculaire hémorragique. Okay. Le sang se trouve dans le cerveau. Vous pouvez imaginer les complications qui pourraient arriver là. Parce que l'individu, soit il meurt, ou bien il reste invalide. C'est-à-dire qu'il va être paralysé du côté contralatéral. Il ne pourra pas mouvoir ici son bras ni son pied. Et là, c'est vraiment dangereux. Et ça provoque ici une dépendance au sein de la famille. Bon, imaginez-vous, si c'était tout simplement gérer l'hypertension en tant que tel, il n'y avait pas l'accident vasculaire cérébral. Si vous dépensiez 500 000 par exemple, d'accord. Mais dès qu'il y a un AVC, ce n'est plus 500 000 qu'il faut dépenser. Okay. Il faut dépenser 3 millions, 5 millions, 6 millions. Pour la rééducation et tout ça. Pas seulement la rééducation, parce que la prise en charge est pluridisciplinaire. Ça devient une dépendance. Ça devient une dépendance. La prise en charge est pluridisciplinaire. Vous savez, vous avez le cardiologue qui est impliqué, vous avez le neurologue qui est impliqué, vous avez le spécialiste dans le domaine de la rééducation qui est impliqué, et vous avez même les orthophonistes qui sont impliqués, parce que si vous perdez le langage, il faudrait que tout ceci s'implique. Il faut payer à chaque niveau si on n'a pas un système de prise en charge des malades. Et ce qui est plus dangereux, c'est la population pauvre encore qui souffre beaucoup plus de ça. Voilà. Parce que la population pauvre ne s'alimente pas bien, elle mange ce qu'elle gagne. Et cette population aujourd'hui au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y a, parce qu'il y a un stat qui disait qu'au-delà, en 2020, plus de 40% de cette population sera vraiment atteinte de cette maladie. Vous avez parfaitement raison. Il y a des statistiques qui disent déjà qu'en 2030, nous aurons plus de 24 millions de la population
qui vont souffrir des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, vous savez, dans le monde entier, occupent la première place. Okay. Mais il y a un changement dans ces derniers temps. Par exemple, dans les pays développés en Europe, on parle de cancer. Le cancer occupe la première place. Et en second lieu, ce sont des maladies cardiovasculaires. Mais dans nos pays en voie de développement, nous qui n'avons pas un bon système de santé, nous qui négligeons ces maladies non transmissibles, nous qui ne veillons pas à ce qu'il y ait un bon fonctionnement des différents programmes qui sont mis au point, finalement, c'est nous qui restons encore dans ce cadre et nous occupons la première place. Donc, les maladies cardiovasculaires dans les pays en voie de développement ou à faible revenu occupent encore la première place par rapport aux pays développés. Et quelle est la prévalence aujourd'hui au niveau de la Guinée? Très difficile parce qu'il faut faire une très bonne étude méthodique pour faire sortir les résultats. Mais si nous essayons de voir, je dis encore, nous avons fait notre dernier monitorage il n'y a pas longtemps au niveau de l'hôpital, nous voyons encore que les accidents vasculaires cérébraux occupent la première place et après maintenant c'est l'hypertension artérielle qui suit. Et cette hypertension artérielle, malheureusement, je dis bien fort malheureusement, les gens banalisent l'hypertension artérielle. Ils attendent à ce qu'il y ait des complications pour venir à l'hôpital. C'est ça qui est malheureux. Ça va arriver à quel moment? Non mais vous savez, l'hypertension artérielle qui est vraiment meurtrière, il faut le reconnaître, on l'appelle même le tueur silencieux, il peut donner des manifestations, comme il peut rester là sans aucune manifestation. Donc, les manifestations, vous avez des maux de tête, vous avez des palpitations, vous avez des bourdonnements d'oreilles, vous avez d'autres symptômes, même troubles, difficultés de respirer. Il faut venir voir le médecin. Parce que les premières choses que le médecin va essayer de vérifier, ce sont vos paramètres vitaux. Et parmi ces paramètres vitaux, vous avez la tension artérielle. Il vérifie, il trouve que la tension artérielle est élevée, tout de suite, il va prendre des dispositions qu'il faut pour la prise en charge. Mais il y a des cas aussi, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce que les gens viennent, que vous veniez à l'hôpital. Parce qu'il y a des maladies quoi. Oui, oui, parce qu'il faut accepter une chose, je dis bien, le moteur travaille depuis la 3e semaine. Il faut que les Guinéens aient la culture d'aller voir le médecin, même si rien ne va. Parce que les choses peuvent évoluer à bas bruit. Tel est le cas de l'hypertension artérielle. Vous venez voir le médecin, on trouve maintenant que vos chiffres tensionnels se trouvent dans les niveaux de 200 et quelques. Vous dites non, moi je ne me connais pas hypertendu. Je n'ai pas de maux de tête, je ne palpite pas et je n'ai rien. Mais écoutez, monsieur, c'est que vous êtes à la phase des complications plus graves de l'hypertension artérielle. Parce que s'il y a des complications dans ce cas pareil, c'est purement mortel. C'est des AVC hémorragiques, c'est des crises cardiaques détendues importantes, c'est l'insuffisance rénale développée. Voilà un peu ce que je peux donner comme Je voudrais que Junior me mette un peu de musique. Je voudrais qu'il me mette un peu de musique avant d'arriver à M. Malik. Sincèrement, parce que je vais respirer un peu. Il est stressé. Il est stressé. Non, non. Docteur est sur le plateau, ne t'inquiète pas. Junior, voilà, comme demande Chérif, si tu peux nous envoyer une petite page musicale et nous reviendrons sur le plateau. Bari amour caché mayama Marafani nuuni mayama Tuwazanaram Tina wani betanaram Wanya Hanadina Maradiyade Hanadina Maradiyade Magamena ngoma bebe wana tombede tama hana kineo yapo hana kinan tamara
bari amuru kashe mayama marafanyi nuhunyi mayama. Voilà, merci donc au réalisateur là, Junior Dunamo, pour cette petite nappe musicale. Nous revenons sur le plateau. Wow. Et comme nous avons dit, hein, depuis le démarrage de cette émission, nous allons rester estomaqués aujourd'hui. Parce que de l'autre côté, nous, on parle de notre moteur. Et de l'autre côté, nous allons parler de quelque chose de très bon pour nous qui sommes dans le culturel. Monsieur Malik Touré, Malik Kébé. C'est pas grave. Ma maman, pour votre information, ma maman est Touré. Ah d'accord. C'est mon neveu qui est sur le plateau. Voilà, monsieur Malik Kébé, merci. Vous avez entendu docteur? Oui, j'ai entendu docteur, mais avant, vous allez me permettre de profiter encore de votre micro pour présenter les condoléances, mais également les condoléances de tout le département des sports, de la culture et du patrimoine historique au peuple de Guinée, au chef de l'État, mais également aux artistes, suite au décès de ce jeune Fernand Souma que nous venons de voir tout à l'heure le clip, qui est décédé. Voici un des artistes qui était vraiment une valeur sûre de notre culture, mais malheureusement, il a rendu l'âme il y a 2 jours de cela. Nous profitons de ce micro pour présenter nos condoléances au peuple de Guinée. Alors, comme il a si bien dit, docteur, moi je pense qu'il a tout à fait raison là-dessus. Vous savez, ces maladies, généralement, envoient des signaux. Avant que vous ne tombez malade, vous avez toujours des symptômes qui arrivent et après vous négligez. Vous savez, docteur, souvent dans notre pays, ici en Guinée, c'est nous les intellectuels qui banalisons notre santé. Rares sont aujourd'hui ceux qui vont pour aller faire leur bilan. Ils attendent de tomber malade pour aller à l'hôpital. Et ce qui est très dommage. Et je pense que c'est le lieu ici d'interpeller toutes ces personnes pour qu'ils prennent soin de leur santé. Aussi, c'est encore nous un peu qui ont un peu de moyens qui mangent du n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne calcule pas ce que nous mangeons. Moi, je suis un peu dans un autre secteur qu'on appelle sport, le football. Là-bas, aujourd'hui, les joueurs, même ceux qui ont même des conseillers qui leur disent ce qu'ils doivent manger, parce qu'il y a certaines nourritures qui peuvent provoquer des blessures. Donc, c'est important aujourd'hui que nous soyons très regardants par rapport à ce que nous mangeons pour éviter de contracter des maladies. Voilà. En ce qui concerne l'autre me dit, c'est le nom d'une ONG, j'ai dit non, attention, ou une ONG, mais pour la culture. Voilà, vous êtes directeur général du FODAC qui vient d'ouvrir ses bureaux tout récemment. Merci d'avoir accepté d'être promptement sur ce plateau. Juste un appel et vous avez accepté d'être avec nous. Parlez-nous un peu de ce fonds. Voilà. Le FODAC est un EPA, comme il l'a si bien dit, qui existait, je le dirais ainsi, depuis 2008. 2008 jusqu'en 2017, l'année à laquelle moi j'ai été nommé, janvier 2017, à la tête de ce fonds. Quasiment, il existait sans support juridique. Et donc, quand notre ministre, le ministre d'État Samsi Bantamasso, a été nommé à la tête du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, il en a fait son cheval de bataille. Il s'est dit que ce n'était pas possible que nous continuions à exister sans exister. Donc il fallait d'abord produire et avoir des documents juridiques. Donc il s'est battu, nous avons pu avoir le 16 octobre 2017 le décret créant les 2 fonds, le FODAC, mais également FADES qui s'occupe du sport. Et donc depuis, nous avons également continué à se battre pour avoir d'abord des structures qui doivent nous permettre notre bonne gestion, avoir des comptables, avoir des contrôleurs financiers, avoir des SAF, pour que nous ne soyons pas des structures également fantômes qui existent, mais réellement qui n'existent pas. Et donc, depuis, on s'est dit qu'il fallait mettre cette direction sur pied pour qu'elle puisse apporter quelque chose aux artistes. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un peu les parents pauvres du gouvernement, et donc à chaque fois on se dit il faut nous aider, il faut nous venir en aide, tout et tout, mais en ayant tout à l'heure notre fonds, nous pourrions
nous-mêmes nous aider des structures qui ont besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a des opérateurs culturels qui font des concerts, qui font des événements, qui font des expositions, qui font plein d'autres activités culturelles, mais malheureusement qui ne bénéficient aucun soutien de l'État. Il faut avoir le courage de le dire, et c'est le lieu d'interpeller et de lancer un appel auprès des autorités pour qu'ils mettent les moyens à la disposition de ce fonds, afin que nous puissions permettre le développement réel de notre culture. Vous avez parlé d'un point important. Quel sera le pont entre FODAC et le BGDA? Alors, le BGDA s'occupe des droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est les droits que les consommateurs, les utilisateurs des œuvres payent, payent aux auteurs. Donc, le BGDA est chargé de collecter ces fonds et procéder à la distribution, à redistribuer ce fonds entre les ayants droit. Alors nous, chez nous, c'est un fonds où il y aura de l'argent que l'État va apporter, mais en plus de l'apport de l'État, nous allons aller chercher au niveau de d'autres institutions internationales, parce qu'on ne va pas se limiter seulement à l'État. L'État n'a pas que la culture. On parlait tout à l'heure de la santé. Il vous a parlé un peu des difficultés que nous avions aujourd'hui, bien que l'État est en train d'apporter assez de moyens pour l'extension de l'hôpital chino-guinéen. Donc, les difficultés sont un peu partout, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la culture. Et donc, en plus de l'apport de l'État, nous allons aller chercher ailleurs, au niveau des institutions qui œuvrent dans le secteur de la culture. C'est le cas de l'UNESCO, qui fait beaucoup de choses pour la protection du patrimoine. Et aussi, nous allons aller chercher au niveau des entreprises privées, des entreprises qui sont installées chez nous. Nous allons aller les voir, leur expliquer le bien fondé d'accompagner la culture qui nous est commune tous, et pour qu'on puisse vraiment aider ces jeunes. Parce qu'il y a un point aujourd'hui au BGDA qui vous permet de regarder un peu l'assurance maladie des artistes. Bon, si on parle un peu de l'assurance maladie, permettez-moi de vous dire que je suis un peu à la base de cette assurance quand j'étais directeur général de l'Agence guinéenne de spectacle. En 2012-2013, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, on lançait des SOS pour pouvoir, pour que les gens puissent aider ceux qui tombent malades. J'ai dit c'est pas normal. Nous pouvons mettre un mécanisme ici pour pouvoir accompagner les artistes qui sont dans des difficultés. Et donc tout de suite, je suis allé vers une compagnie d'assurance de la place avec laquelle on s'est battu et on a procédé à la signature en 2014 de cette assurance. Et 2016, le BGDA a repris, si vous voulez, cette collaboration avec la même compagnie pour continuer l'œuvre qui a été commencée. Mais ce qui est important ici à dire, c'est que nous devons interpeller ces artistes, surtout à s'assurer, aller vers ces compagnies, à prendre cette assurance qui ne coûte pas grand chose, pour que demain, quand ils aient des problèmes, qu'ils puissent vraiment être pris en charge par l'assurance. 400 000 Voilà. par an quand même. Hein. Oui, c'est très important. Nous parlons du FODAC aujourd'hui. Quelles sont les différentes attributions du FODAC? Alors, les missions éventuelles ou les objectifs? Bon, vous savez, FODAC, comme je le disais tantôt, va accompagner les opérateurs culturels, mais seulement des opérateurs culturels qui sont en règle. Okay. En règle comment? Pour être en règle, il faut d'abord te constituer en entreprise, avoir le registre de commerce ou être une structure, une association. C'est-à-dire, si c'est une association, tu as un récépissé ou un agrément au niveau du ministère de l'Intérieur, où tu es reconnu par la Direction nationale de la culture qui délivre aussi une attestation dans ce sens. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas forcément dans le cadre du spectacle, qui vont chercher leur agrément au niveau de l'Agence guinéenne de spectacle. Et donc, quand vous avez ce document, le FODAC peut vous accompagner dans un certain nombre de cadres également. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'organisation d'événements culturels, peut accompagner les cinéastes,
dans la réalisation de leurs films, peut accompagner ceux qui font pratiquement presque tous les toutes corps. les cultures et tous les arts carrément. Le FODAC peut accompagner ces arts pour pouvoir pourquoi pas réaliser atteindre leur objectif. Donc ça veut dire que moi qui ai seulement une licence pour organiser un spectacle, je n'ai rien à voir avec. Ah si, j'ai parlé de ça tout à l'heure. En association ou en société par exemple. Mais pour avoir déjà une licence, il faut que tu aies une entreprise. C'est l'une des conditions déjà agence? pour avoir une agence de spectacle. Parce que c'est des entreprises. On connaît certains promoteurs, ils n'ont même pas de bureau. Ils ont juste une licence. Bon, moi, je ne peux pas dire cela parce que quelqu'un peut avoir un bureau, forcément que ça ne soit pas le bureau que vous faites allusion. Ton bureau peut se trouver même chez toi. Donc, il faut avoir une licence en règle. En règle, voilà. Donc, quand tu as une licence en règle, je pense que tu es éligible au niveau des promoteurs qui vont louer la licence de Dr Sandy pour organiser un spectacle. Oh, ça, c'est autre chose. Justement, au niveau du fonds, nous allons être très regardants. C'est pas que parce que nous avons créé le fonds, d'ailleurs il n'y a même pas encore de fonds, je le dis bien. Voilà, parce qu'il faut le préciser. Voilà, il n'y a pas encore de fonds. Et c'est pas que parce que quand il va y avoir le fonds que les gens vont commencer à créer. Vous savez, on est très fort dans ça. Voilà. Et vous allez commencer, les nouvelles structures, entreprises vont naître. Et quand elles vont venir, nous allons être très regardants. Plutôt, nous allons aider, accompagner ceux qui ont été bien avant ici. Par exemple, c'est pas que parce qu'il est sur ce plateau, ça fait plus de 10 ans, il organise un festival, le festival de jazz. Aujourd'hui, ce festival ne se tient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de moyens pour pouvoir tenir ce festival. Et pas seulement son festival. Il y a plusieurs autres festivals. Il y a le festival Anéné, il y a le festival Manifeste, il y a le festival Urban Africa, le festival Rap aussi. Ouais. D'autres festivals qui ont malheureusement disparu parce qu'il n'y a pas de moyens. Le rap aussi, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Sani se rappelle de ce morceau. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons donc avec le FODAC. Hein. Nous allons parler de l'éligibilité des statuts, c'est très important, et même les critères. C'est très important. Il faudrait que les gens comprennent parce que la création récente des entreprises maintenant, parce qu'on sait, beaucoup vont commencer déjà à te charger pour dire « Ah Malik, tu as ouvert le bureau en fanfare, voilà, maintenant, voici mon dossier, on n'arrive pas à me financer. » Les fonds, nous avons besoin de tout le monde pour avoir ces fonds, de l'État, des institutions, des partenaires techniques et financiers pour avoir ces fonds. Le mode de financement des projets. Alors, chez nous, nous avons travaillé sur un document qu'on appelle procédure opérationnelle. À ce niveau, c'est pas, comme tu l'as si bien dit, quand vous allez débarquer, nous allons tout de suite vous donner de l'argent. Ouais. D'abord, il y aura un appel à candidature où, à une période bien déterminée, les informations vont être diffusées sur les radios, les télévisions, les réseaux sociaux pour informer les opérateurs culturels qui peuvent venir déposer leur candidature. Alors, cette candidature, il faudrait aussi qu'elle se repose sur un certain nombre de critères de base. D'abord, il faudrait que tu aies que tu existes réellement, comme je l'ai si bien dit, soit une licence d'entrepreneur de spectacle, un registre de commerce, une attestation du ministère de la Direction nationale de la culture ou un récipicié ou un agrément au niveau du ministère de l'administration du territoire. Donc il faudrait également que vous nous expliquiez un peu la nature de l'activité que vous voulez faire. Est-ce que c'est un concert? Est-ce que c'est une exposition? Est-ce que c'est pour financer la réalisation d'un film ou c'est d'autres secteurs de l'art? Par exemple, tout ce qui est la chaîne de livres, est-ce que c'est ça par exemple? Et aussi, vous essayez de nous expliquer un tout petit peu l'étendue de votre activité. Est-ce que c'est une activité qui se tient à Conakry ou à l'intérieur aussi? Parce qu'à ce niveau, vous remarquez souvent qu'on fait plus d'activités à Conakry qu'à l'intérieur du pays.
Donc nous allons faire en sorte que les activités soient de plus en plus décentralisées, délocalisées vers l'intérieur du pays pour permettre à cette population aussi de vivre de ce que nous vivons un peu ici. Donc le type de financement que vous nous demandez, est-ce que c'est un financement, vous voulez qu'on vous donne directement de l'argent ou vous voulez qu'on vous donne non, le matériel ou on mette à votre disposition des personnes qui peuvent vous aider dans ce que vous faites, dans le cadre de la formation par exemple. Vous pouvez nous demander d'organiser une formation, ok, ou vous êtes en train d'organiser une formation. Vous nous demandez de financer cette formation. Au lieu de vous donner peut-être l'argent, on peut trouver l'expertise, trouver un formateur qu'on vous amène, mais également mettre à votre disposition des moyens pour vous permettant de pouvoir bien tenir cette formation. Donc voilà quelques critères que nous allons demander. Il y a donc ceux qui nous suivent de l'autre côté, qui sont en train de nous suivre, ils nous envoient de la part de Lamine Dia qui nous demande pour ceux qui ont la licence européenne. Ça, c'est une question qu'on nous... Parce que Lamine Dia, d'abord, je le félicite pour le travail qu'il fait du côté de la France, parce que ce sont quelques rares structures aujourd'hui en Europe qui font la promotion de notre culture sur le plan international. Il organise chaque année un événement qu'on appelle Mamaya. Il n'est pas le seul. Il y a également Michou qui fait le Soli et d'autres qui font d'autres activités. Je pense que ces structures-là sont des structures qui sont connus au niveau de nos services. C'est des structures qui existent. À chaque fois qu'ils font une activité, ils invitent l'ambassade qui vient présider ces différentes activités, ces différentes structures. Et comme c'est dans le cadre de la promotion et du développement de notre culture, je pense qu'ils méritent aussi d'être accompagnés. Donc nous allons tenir compte de ces différentes structures qui se trouvent non seulement en France, mais également dans d'autres pays européens, voire même aux États-Unis. Vous avez un commissaire au compte qui se propose là, Citanium, qui dit qu'il sera le commissaire de compte du FODAC, parce que c'est son frère qui est directeur général. Où se trouve Afro Balance Musique? Ah bon? Citanium, s'il nous regarde. Hein. C'est une belle question pour lui. C'est une très bonne question parce que ces anciens, je le dirais ainsi, de notre génération, ont tous disparu quasiment. Ouais. Et ça aussi, c'est dû un peu au manque d'accompagnement. Il faut avoir le courage de le dire. Les entreprises ici n'accompagnent pas les structures culturelles. C'est quelques mécènes qui nous accompagnent, qui mettent de l'argent à la disposition. C'est le cas du frère Antonio Soiré, c'est le cas de mon cher ami KPC et d'autres qui soutiennent et qui accompagnent les activités culturelles ici généralement. Alors qu'il y a des grandes entreprises qui sont installées dans notre pays, qui font des chiffres, mais malheureusement qui n'accompagnent pas réellement le secteur culturel, ni d'autres secteurs qui méritent vraiment d'être accompagnés. Aujourd'hui, Dr Sandé a parlé de l'extension de l'hôpital. Moi, je pense que les entreprises de la place devraient faire de ça leur priorité. Imaginez que chaque entreprise acceptait de donner 500 millions. Sur 100 entreprises, je vous jure qu'il va trouver tous ces appareils dont il a besoin aujourd'hui pour que nous ayons une bonne santé dans notre pays. Mais malheureusement, les gens, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et c'est important qu'ils entendent cela et qu'ils essayent de nous aider dans ce sens. Et le décret du 16 octobre vous donne aussi la possibilité d'élaborer des tests pour l'Assemblée. Est-ce que vous allez envisager l'élaboration des tests pour demander des ratios, ne serait-ce que pour des entreprises qui s'installent, par exemple, pour la consommation du téléphone, les entreprises de téléphonie, même quels que soient tous ceux qui sont installés sur le territoire national. Bon, vous savez, il nous est très difficile. Parce que dans d'autres pays, ça se fait. Oui, mais nous, il nous est très difficile de faire ce travail parce que c'est un travail qui se fait entre plusieurs départements ministériels. Il y a le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la culture et d'autres. Donc c'est des décisions qui se prennent un peu au-dessus de ma tête, mais je suis sûr que nous allons y arriver. C'est important, comme je l'ai si bien dit, que ces structures-là commencent à accompagner les secteurs qui en ont sérieusement besoin. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est la culture, c'est le sport, c'est la jeunesse. Ils ont besoin d'être accompagnés parce que nous sommes des parents pauvres. Un médecin, il ne fait pas ce travail pour se faire de l'argent. Les médecins, ils ont l'honneur. Généralement, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent. Ils ont la gloire. Mais ils n'ont pas... Ce n'est pas une activité qui rapporte
tout de suite de l'argent aux médecins. C'est humanitaire. Voilà, c'est humanitaire. Donc c'est important que les gens essayent de nous aider, surtout que quand c'est public. Quand c'est privé, on peut comprendre, mais quand c'est public, franchement, c'est fait pour vraiment aider la population guinéenne. Ma question avant de revenir à l'hôpital, parce que j'ai eu un peu de respiration. Le souffle était coupé. Ils sont nombreux parmi les téléspectateurs qui pensent que, puisque le décret est sorti il y a très longtemps, ça a pris du temps avant que vous ne soyez installé. Est-ce que ça ne va pas encore prendre du temps avant que vous n'ayez des fonds? Installé, c'est déjà un premier pas. Moi, je voudrais plutôt profiter encore pour remercier le chef de l'État d'avoir accepté de signer ce décret qui nous permet aujourd'hui d'exister. Et nous, on n'est pas venu pour regarder la mer. On est venu pour se battre, pour avoir les moyens. Il faut se battre. Si vous ne vous battez pas, vous n'aurez absolument rien. Comme je l'ai si bien dit, tous les secteurs sont prioritaires aujourd'hui dans ce pays. C'est pourquoi notre installation, on a fait beaucoup de bruit dessus. C'est pas pour rien. C'est pour que les autorités comprennent que nous existons maintenant et qu'il faudrait nous aider et nous accompagner dans ce sens. Est-ce que cette campagne va continuer? Elle a déjà commencé depuis et elle ne va pas s'arrêter. C'est tous les jours. Tu ne vas pas l'arrêter. Non, est-ce que lui, il va l'arrêter? Non, mais c'est lui, je suis sûr que c'est lui-même qui va continuer cette campagne parce que je sais qu'il anime 2-3 émissions culturelles et souvent il reçoit ses artistes. Vous savez très bien dans quelles conditions ces artistes vivent. Et c'est le lieu aujourd'hui d'interpeller encore plus d'une personne pour qu'on puisse nous accompagner afin de les aider. Aujourd'hui, on parle vous savez, les gens ne comprennent pas que la culture peut apporter gros. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur les mines dans ce pays. Alors que ce que la culture peut apporter, c'est plus que les mines. Ce que la culture peut créer comme emploi, c'est 10 000 fois plus que les mines. Vous voyez, on a combien de sites touristiques et historiques ici aujourd'hui dans ce pays? Beaucoup. Mais malheureusement qui ne sont pas valorisés. Vous savez combien de personnes viennent à Saly par an? C'est des millions de personnes qui prennent des vols. Donc, quand ils prennent un avion, non seulement les compagnies aériennes gagnent de l'argent, ils viennent, ils louent les véhicules, c'est les propriétaires de tous les secteurs en bénéficient, les hôtels, la restauration. Et donc, il y a forcément la création de l'emploi au niveau de tous ces secteurs. Et donc, c'est important que nous essayons de mettre des moyens à la disposition de ce fonds pour que nous puissions favoriser la création ou le développement de ces différents secteurs qui vont permettre la création encore de l'emploi dans notre pays. Merci, merci beaucoup. Nous allons revenir parce que nous avons dit une émission à regard croisé. Voilà, nous avons parlé du FODAC qui est très important. Nous nous mobilisons tous pour ce fonds parce que ce fonds est très important pour... Comme Citanom le dit maintenant, il dit que notre culture est l'essence même de notre vie. Elle vit en nous et donc nous sommes obligés d'accompagner donc le FODAC pour la réussite de ses missions. Sur ce plateau, Dr Sandy qui est surtout avec nous. Nous avons parlé culture, mais Sandy, généralement les gens disent pour améliorer les conditions de vie, est-ce que le sport constitue telle une solution pour régler tout ce qui est maladie cardiovasculaire? Le sport, c'est le polypile. Okay. Quand on dit polypile, c'est presque tous les médicaments dans le sport. Okay. Oui, donc. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour dire à mon frère Kébé merci pour ces différents mots que vous avez adressés à l'endroit des différentes structures hospitalières. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et avoir déjà une assurance maladie, ça facilite le travail pour les médecins. Imaginez-vous quelqu'un qui vient avec des différentes pathologies cardiovasculaires dont on connaît que la prise en charge, elle est vraiment coûteuse. Ça coûte des milliards et des milliards au budget américain. Des milliards et des milliards. Je disais ici, sur ce plateau, que quelqu'un qui souffre déjà d'accident vasculaire cérébral, s'il avait, il était question de dépenser 500 000, il va dépenser plus de 6 millions, 10 millions. Je vous ai dit ça. Mais vous le savez, s'il y a un tiers payant, il y a une assurance maladie, on vous envoie à l'hôpital, ça devient plus facile au médecin de faire son travail parce qu'il n'a pas besoin de vous dire achetez tel médicament parce que tout est là. Vous êtes pris en charge, surtout les maladies cardiovasculaires. Il ne peut seulement que prescrire et vous donner des médicaments. Là, on gagne en temps pour vous sauver. Quelqu'un qui fait son infarctus du myocarde, il n'a pas une assurance maladie. Quand il vient, on commence à prescrire des médicaments qui sont vraiment coûteux parce que les médicaments tels que les thrombolytiques, qui sont là pour déboucher ces vaisseaux que nous avons parlé tout de suite, c'est des médicaments qui coûtent excessivement cher.
Une seule injection, ça peut vous coûter jusqu'à 120 €. Imaginez-vous une seule injection, sans tenir compte des différentes procédures qui existent ou bien d'autres médicaments que nous devons prescrire. Moi, je pense que avoir une assurance maladie, avoir un tiers payant, contribuer dans ce cadre-là, c'est une très bonne chose parce que ça va faciliter le travail pour les médecins. Parce qu'à la fin du mois, ce n'est pas à vous ils vont demander. Ils vont s'adresser ici à l'assureur. Notre structure hospitalière, par exemple, à l'hôpital de l'Amitié chilienne, nous, on a toujours prôné cela. Parce que nous savons que, bon, la vocation de notre hôpital, c'est de gérer les pathologies les plus lourdes dans notre pays. Bien sûr que nous n'avons pas tous les plateaux techniques. Nous sommes convaincus, avec la deuxième phase d'extension, que nous allons augmenter le paquet minimum d'activité de notre structure hospitalière. Donc, ce qui veut dire que la population va continuer encore à s'adresser à l'hôpital de l'Amitié chilienne, parce que si on dit tout de suite on peut faire la coronarographie, les gens ne vont plus accepter d'être évacués, de partir, ils vont essayer de venir à l'hôpital. Mais n'oubliez pas encore, les consommables qui rentrent dans la prise en charge de ces pathologies, ce sont des consommables qui coûtent cher. Donc on ne peut pas continuer à dépenser et sans recouvrir. C'est vraiment important. Donc il faudrait que la population sache cela, que les gens acceptent d'avoir une assurance maladie. L'assurance maladie, c'est pourquoi je dis encore, je le félicite d'avoir souligné ce point. Mais il y a aussi un autre point qu'il a souligné. Je suis vraiment content que je sois avec lui sur ce plateau. On a beaucoup de points de concordance. Vous savez, les opérateurs économiques, ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en train de faire aujourd'hui, on peut ne pas lui mettre toutes ses charges, en réalité. Les opérateurs économiques, comme dans plusieurs pays, peuvent investir dans la santé. Écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes malade, vous avez les moyens, vous allez prendre votre avion, vous allez partir. Non. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Les frontières sont fermées. Ça doit donner une leçon à tout un chacun. Que Dieu nous aide que ça s'arrête sur le coronavirus. Mais si notre pandémie encore arrive, et qu'on disait encore il faut fermer les frontières, donc moi je pense que tout un chacun doit réfléchir sur ça, qu'on doit avoir une bonne structure sanitaire dans son pays. C'est vraiment important. Si vous faites un infarctus du myocarde aujourd'hui, on a besoin de faire le pontage. Est-ce que vous allez dire que vous allez prendre l'avion pour partir? Non. C'est fermé. Pendant qu'on va rester dans les négociations pour qu'on puisse trouver même un avion médicalisé pour vous pour aller, mais c'est que vous avez rendu l'âme déjà. Parce que le cœur, c'est le temps. Comme on dit en anglais, time is money, pour le cœur aussi, le temps, c'est la vie. Quand ça arrive tout de suite, il faut agir tout de suite. C'est pourquoi dans les différents programmes qui existent, même au niveau du ministère de la Santé, pour bien gérer ces différentes pathologies cardiovasculaires, il faut qu'on parvienne à développer ce qu'on appelle le système de SAMU, c'est-à-dire que les ambulances qui peuvent sortir pour aller chercher les malades quand ils appellent seulement de leur maison pour les envoyer, au lieu d'être trimballés dans les véhicules, dans les taxis, avant d'arriver déjà, si c'est une crise cardiaque, c'est fini. Nous avons beaucoup de ces cas pareils. Donc que les gens acceptent l'assurance maladie. Deuxièmement, que les opérateurs économiques acceptent d'investir dans la santé, dans les différentes structures hospitalières. Les médecins, même s'ils ont des compétences, mais s'il y a certaines choses qui les manquent, je vous assure, ils vont rester maintenant... Ils ne peuvent pas inventer. Voilà, ils ne peuvent pas inventer. Donc il faudrait qu'ils soient supportés, surtout que ce côté, c'est un domaine humanitaire. Je reviens encore sur un autre point de concordance qu'il a signalé, qui est très important pour les maladies cardiovasculaires. Ton discours. Oui, qui est vraiment important pour les maladies cardiovasculaires, c'est les points touristiques que vous avez parlé. Vous savez, les malades qui font leur accident vasculaire cérébral, pour la réhabilitation, en principe, si on a des endroits où on peut les envoyer, ils peuvent rester avec un environnement qui est vraiment propre, naturel, c'est là ils peuvent encore récupérer. Vous avez beaucoup de ces sanatoriums qui existent dans les pays européens. On traite le malade à l'hôpital, après l'hôpital il vient à la maison, après on lui dit tu dois aller à un sanatorium, tu restes là-bas. Là-bas vous avez, surtout que notre pays, nous à Conakry ici, on dit presqu'île, nous avons l'océan, nous avons tout. Donc si on a des coins touristiques comme ça, qui se trouvent en bordure de mer, et comme nous voyons même vers Bel Air et tout ça, je vous assure, on peut envoyer nos malades là-bas. À un moment donné, nous on disait par exemple, même les ministères, vous savez, on passe toute une période en train de travailler, même vous. Vous avez une charge sur votre système cardiovasculaire que vous n'oubliez pas. Parce que quand on essaie de vérifier, le stress qu'on accumule à la longueur de la journée, c'est immense.
Et si on reste pendant des mois et des mois sous ce stress, en fin de compte, il va y avoir un déséquilibre dans notre organisme et on va développer l'hypertension artérielle et tant d'autres. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut savoir dire stop, je vais me reposer. Ok. Et là, il faudrait qu'il y ait tout ce qu'il a cité là, des coins touristiques, vous partez, vous vous reposez, ne pas prendre l'avion même parce que la Guinée est dotée de tout. La nature, on en a. Il faut développer pour que vraiment qu'on puisse lutter contre toutes ces maladies cardiovasculaires. Je dis bien, le cœur est vraiment sensible de tout ce qui se passe autour de nous. Le cœur est vraiment sensible et les vaisseaux sont vraiment sensibles à ça. Vous êtes content, tout de suite, il y a la sécrétion de certaines substances dans l'organisme qui font que vous aurez la longévité. Vous êtes mécontent, vous ne vous trouvez pas dans un environnement sain, vous ne respirez pas bien. C'est que le cœur et le système vasculaire aussi réagissent parce que les substances qui sont sécrétées vont commencer à fermer les vaisseaux, vont commencer à détruire complètement vous commencez à vieillir rapidement. C'est ça le problème. Et important ce que vous venez de dire. Et ceux qui disent non, il n'a pas d'état d'âme, ça n'a rien à voir avec? Non, mais ça n'a rien à voir avec... Mais il faut avoir un état d'âme. Il faudrait avoir un état d'âme. Donc j'ai essayé de prendre, parce que par exemple, dans le domaine des maladies cardiovasculaires encore, pour la prise en charge, vous savez que les artistes contribuent beaucoup. Oui. Je vous dis encore, les instrumentalistes tels que les Kenny G et autres, oui, par exemple, leurs morceaux, à un moment donné, le malade qui se trouve dans l'état de coma, il y a ce qu'on appelle la musicothérapie. Okay. Qui n'écoute pas un morceau ici qui le rend heureux, content? Chacun a ses morceaux. Vous savez, quand un malade est dans un état de coma, on dit quelquefois apporter, c'est-à-dire apporter quelque chose, vous mettez ce morceau-là. Il écoute. Ça change beaucoup de choses dans son organisme. C'est ça qu'on appelle la musicothérapie. Okay. On le fait aussi. Donc les artistes contribuent beaucoup. Il faut les aider aussi. Wow. Merci beaucoup. C'est très important. Voilà, ma question n'est pas... Je reviens. Le sport. Je reviens. Voilà. Le sport est important parce que, vous savez, dans nos recommandations, je disais toujours, le sport, c'est le polypile. Oui. Quand vous pratiquez le sport, même les dernières données scientifiques démontrent actuellement que celui qui pratique régulièrement le sport, il a peu de chances de développer certaines maladies cancéreuses. Vous voyez? Donc quand vous pratiquez régulièrement le sport a un impact sur les chiffres tensionnels. Ça fait baisser. C'est-à-dire que quand on dit changement de mode de vie, il y a tout d'abord l'activité physique, l'alimentation, c'est-à-dire que lutter surtout contre cette sédentarité, cette obésité, tout cela réuni impacte ici sur l'évolution des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi on recommande vivement à la population de pratiquer les activités physiques. Le sport est vraiment bénéfique pour la santé humaine. Le sport est vraiment bénéfique pour le système cardiovasculaire. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? On n'a pas dit que oui, il faut pratiquer le sport. Vous vous levez un beau matin comme ça, vous avez 50 ans déjà plus. Ouais. Voilà, je porte mes chaussures et je vais courir. Non, attention, il faut faire attention. Attention aussi. Parce que à cet âge, vous pouvez avoir des maladies des vaisseaux du cœur. Vous partez voir d'abord le cardiologue. Il va vous faire un examen qui ne coûte rien, absolument, l'électrocardiogramme. Il regarde. Si vous n'avez pas de problème de troubles, de repolarisation ou bien des maladies ischémiques du cœur, il vous dit, monsieur, vous pouvez aller pratiquer le sport. Mais là aussi, il ne faut pas aller faire comme un enfant de 16 ans. Ah oui. Il ne faut pas aller faire comme un enfant de 16 ans. Si vous vous levez de vous-même, vous portez vos chaussures, vous commencez immédiatement à courir ou bien à jouer au football comme les enfants de 16 ans, si vous faites votre arrêt cardiaque sur le terrain, c'est que vous l'avez provoqué vous-même. Donc c'est pourquoi les deux aspects-là sont liés. Vous voulez pratiquer le sport, venez voir les médecins, on regarde d'abord l'état du moteur comme le véhicule. Vous ne pouvez pas décider d'aller à Cancan, votre moteur, le moteur de votre véhicule n'est pas en bon état. Ça va tomber en panne. C'est qu'arrive aux sportifs qui font ces crises. Oui, vous savez, il y a beaucoup de sportifs, beaucoup de nos jeunes, comme je le disais, en principe dans les pays européens et américains, c'est-à-dire à la naissance déjà, on commence à faire certains examens pour connaître l'état du système cardiovasculaire. On vous fait l'échographie cardiaque, vous regardez le cœur, on regarde tous ces paramètres, les vaisseaux. Après, on trouve que c'est bon, rien à traiter, on vous suit dans votre évolution. Mais je vous dis aujourd'hui, nous avons les joueurs, les jeunes joueurs, qui n'ont jamais été bilantés pendant toute leur vie. Wow. Vous le savez très bien. Les enfants se lèvent comme ça là, un beau matin.
oui, je me rappelle quand même dans les temps, au temps de l'ancien régime, je veux dire le feu président Ahmed Sékou Touré, il y avait ce qu'on appelle la dispensarisation. Quand on nous prenait, on nous envoyait pour nous faire les contrôles, ainsi de suite, pour faire le sport, le gymnastique. Mais au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Peut-être que dans certaines écoles privées. Donc le système cardiovasculaire, il faut le contrôler à chaque moment. Ces jeunes gens se lèvent un beau matin, ils veulent être comme Ronaldo. Donc ils vont sur le terrain, ils commencent à courir, mais ils ne savent même pas s'ils souffrent de certaines maladies du cœur qu'on appelle les canalopathies, qui peuvent conduire à l'apparition des troubles de rythme graves, et le cœur s'arrête tout de suite. C'est ça qui arrive. Donc mon conseil, c'est que avant de pratiquer le sport, comme je l'ai dit, vérifiez l'état de votre moteur. Surtout vous si ne tu pouvez veux... pas accepter d'aller à l'intérieur du pays sans vérifier le moteur de votre véhicule. Surtout si tu veux faire un sport professionnel. Voilà, il faut savoir si lui l'est. Surtout si tu veux faire un sport professionnel. Moi, je pense que même quand c'est amateur, il faut aller vérifier. Parce que c'est important. Comme il l'a si bien dit, moi, chaque samedi, je vais jouer au foot. C'est vrai, on ne joue plus les 90 minutes, peut-être c'est 35 minutes. On ne court plus de la même manière. Donc, c'est important de tenir compte de ce facteur. C'est pas que parce que tu fais le sport amateur que tu dois aussi fournir assez d'efforts. Il faudrait qu'on te recommande ce que tu dois faire. Et c'est pourquoi dans les salles de sport, si vous avez remarqué, il y a toujours des coachs, des gens qui vous disent de faire ci, de faire ça, parce qu'eux aussi, ils ont une certaine information pour dire que quand tu atteins un certain âge, tu ne dois plus faire assez d'efforts physiques. Vous verrez souvent, il y a certains, au lieu de courir, ils marchent. Bien sûr. Ils marchent. C'est aussi une manière de faire du sport. Parce que c'est les mêmes calories quasiment il y a ce qu'on que appelle la marche sportive. Oui. Voilà. Donc, 30 minutes de marche est recommandée pour le cœur. Donc, voilà. Il y a une autre question qui est très importante, surtout en Afrique, la planification familiale. Surtout, vous avez parlé du cœur tout à l'heure. À la naissance, il y a une dilatation au fur et à mesure. Il y a toujours un problème cardiovasculaire à ce niveau. Bien sûr. Bien sûr. Chez les femmes. Chez les femmes, vous savez, on peut parler des problèmes cardiovasculaires chez les enfants, chez les femmes, presque chez tout le monde. Vous me permettrez de parler d'abord pour les enfants parce que ils sont vraiment importants. Après, je vais parler pour les femmes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des malformations congénitales. C'est-à-dire que... On nous signale qu'il nous reste 2 minutes. Voilà. D'accord. Rapidement. Les malformations congénitales, c'est malformations congénitales qui surviennent au cours de, c'est-à-dire de développement intra-utérin. Ok? Et ça peut être lié à quoi? Au mauvais comportement, mauvaises habitudes que les mamans peuvent avoir pendant la grossesse. Ce qu'elles consomment. Il y a certaines mamans qui fument la cigarette. Tout cela peut contribuer à la malformation du cœur et l'enfant naît avec ces malformations congénitales. Comme certains médicaments que les femmes peuvent prendre pendant la grossesse qui peuvent être responsables de la survenue de ça. Maintenant, concernant les femmes, il faut dire encore, il faut espacer les grossesses. Parce que toute grossesse, vous savez, la grossesse est considérée comme une épreuve d'effort pour découvrir ici certaines maladies cardiaques. Parce que quand on veut découvrir certaines maladies cardiaques, on dit, bon, on fait le test d'effort, vous montez sur le treadmill et vous commencez à courir. S'il y a des problèmes, on voit tout de suite sur le moniteur. Donc la grossesse aussi, c'est un peu comme ça. Quand vous êtes enceinte, tout de suite, il y a la charge sur le cœur. Il est tenu obligé de travailler et pour vous, la femme, et pour votre bébé. Donc ce qui veut dire qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent apparaître. Donc quand le cœur augmente de volume pendant une grossesse, il n'a même pas eu le temps, après l'accouchement, de récupérer et vous tombez encore enceinte les 3 mois, les 6 mois qui suivent. Vous n'avez pas donné la chance à votre cœur de récupérer. Donc finalement, vous allez développer à la longue une insuffisance cardiaque, même à votre jeune âge. C'est pourquoi on dit qu'il y a une pathologie qu'on appelle la myocardiopathie postpartum, qui est vraiment fréquente ici en Afrique et surtout chez les populations qui sont pauvres et qui ne respectent pas ce test. Donc il faut combien de temps Au moins 1 an. Okay. Au moins 1 an. 1 an. Voilà, merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Regard croisé ce matin dans votre émission Zénith sur Coloma. Oui, ce débat, je suis resté... je ne veux même pas qu'on quitte le plateau parce qu'il y a des informations qu'on souhaiterait avoir. Par exemple, pour parler des complications rétinales et tout ça. Au niveau des membres inférieurs. Au niveau des membres inférieurs, parce que généralement, qui fument. Hein, de la tête au poumon, du poumon aux jambes, on dit non, il n'a pas... Mais c'est causé par tout ça. Et vous allez revenir pour nous en parler. Ah oui, moi, je pense que le mieux, c'est de créer une rubrique dans votre émission. Ok, d'accord. Chaque
fois, docteur va passer comme il est juste à côté. Ok, d'accord. Il vient, il anime la rubrique. Merci. Voilà. C'est pas facile. J'ai dit, avec Malik, on a toujours la solution. Ou ce qui est mieux, on l'interviewe dans le bureau. Pourquoi pas? Et puis on amène, voilà. On amène le Voilà, PAD, je pense que c'est la nouvelle rubrique de Zénith sur Colombo. Ouais. Voilà, pour les samedis. Merci beaucoup. ça, Donc, c'est nous une allons très faire bonne comme idée. ça, c'est important. Oui, Voilà, ça, merci c'est beaucoup. vrai. Il va prendre thème par thème, il développe et nous discutons en c'est- éléments. ça, c'est Merci beaucoup. important. Malik, est-ce que tu as un dernier message? Le dernier message, c'est... Un message, Voilà, pas un dernier message. Non, le message, c'est comme il a si bien dit, c'est de mettre les fonds à la disposition parce que les artistes, les opérateurs culturels attendent. Ouais. Ils sont là. Quand la dernière fois, le jour de l'inauguration, ils sont venus tous nombreux. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'ils sont pas en train de se dire comme ça qu'on a déjà l'argent ici? Après, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas encore l'argent. Ensemble, on va se battre. J'ai fait une réunion avec eux 1 heure avant l'inauguration pour leur expliquer clairement qu'il n'y a pas On va encore de tous l'argent. chercher. Voilà, ensemble, on va se battre. On va aller vers le chef de l'État, le président de la République, qui est à l'écoute pour nous aider afin que nous puissions avoir notre fonds. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, Chérif. Oui, tu as été le meilleur DJ ce matin. Ah oui, hein. Je demande que tu me rejoignes maintenant. Je demande que tu me rejoignes pour que nous fassions la clôture. Merci. Aujourd'hui, c'est le 1er août. Nous souhaitons un très bon mois, un joyeux mois d'août à tous les Guinéens. C'est très important. Surtout ceux qui sont nés aujourd'hui. Surtout ceux qui sont nés aujourd'hui. anniversaire. Joyeux anniversaire. Et bonne fête aussi au peuple béninois parce que c'est le 1er août aujourd'hui. C'est la fête de la République du Bénin à Arnedo. Merci beaucoup. Merci, merci docteur. Merci beaucoup. je vous en prie. La rubrique est déjà créée par C'est Malik. propre, ça c'est clair. Voilà. Nous allons revenir vers vous la semaine prochaine avec l'espoir de vous retrouver le vendredi et le samedi prochain. Merci, geste barrière et à très bientôt.